La France Atlas ou notre destinée, aux éditions Cité française, écrit et lu par Charles Ferrus. Comprendre. Matrice de France. Qu'est-ce que la France ? Un peuple celtique se rêvant romain et gouverné par des Germains christianisés. Les Celtes qui vivaient en Europe de l'Ouest étaient un peuple au fond culturel commun, décentralisé, tenu comme partout ailleurs par ces trois ordres. L'aristocratie, obéissant au chef, les druides qui faisaient le lien entre les plans cosmiques terrestres et celui des hommes, et les artisans, paysans, qui occupaient tous les corps intermédiaires de métier. Un peuple bon vivant, à la tradition orale, aimant déjà la joute oratoire, la musique, et tout autant ingénieux dans la confection d'habits et dans la métallurgie. Et bien sûr un peuple aimant faire la guerre, alors que Rome était encore une jeune république, une coalition de peuples celtiques pourfendit toute l'Europe jusqu'aux confins de l'actuelle Turquie. Les Romains vécurent un véritable traumatisme national lorsqu'en 390 avant Jésus-Christ, les Gaulois descendirent sur Rome, pillant et massacrant tout ce qui leur faisait face. Les Grecs, eux, les connaissaient déjà bien assez. En effet, 2 siècles auparavant, ils avaient fondé un comptoir sur leur territoire ainsi qu'une ville, Massalia, bientôt Marseille. Connaissant leur valeur au combat, les Grecs employaient les Gaulois, qu'ils nommaient Galates, comme mercenaires, ou bien les Gaulois eux-mêmes s'assimilaient aux cités grecques en recevant terres et tribus. Les Romains, eux, n'avaient jamais oublié la mise à sac de Rome par les Gaulois. 3 siècles et demi auparavant, Rome n'était qu'une zone marécageuse près du fleuve Tibre, dans la région du Latium. La péninsule italique était alors habitée par divers peuples dont le plus brillant était celui des Étrusques. Ils vivaient dans la région de la Toscane actuelle, dont le nom dérive. Des laissés pour compte, des apatrides et des brigands s'y retrouvèrent dans une communauté d'intérêt. Ils se trouvèrent un chef, du nom de Romulus, qui, par conquête, devint auprès de ces hommes une légende vivante. Une cité prospère sans femme était bien sûr inenvisageable. Alors, les hommes de Romulus attaquèrent le peuple voisin, les Sabins, et capturèrent toutes les filles et les femmes. Refusant de voir leurs fils et maris mourir dignement, les Sabines acceptèrent de rejoindre ce jeune peuple en naissance. La merveilleuse machine à conquérir, Rome, était lancée. Pendant 2 siècles et demi, Rome était gouvernée par des rois. Le Rex, dont le mot rectitude dérive, était le garant du droit de la cité et de la prospérité de ses concitoyens. Comme toujours, une cité prospère profita aux premiers arrivants, qui devinrent les familles les plus anciennes et les plus riches. Lorsqu'on est riche, il est logique de vouloir défendre ses propres intérêts et d'avoir son mot à dire sur la décision de l'État. Alors, les patriciens, les familles les plus anciennes et les plus riches, exerçaient leur influence dans les assemblées, dont la plus prestigieuse, celle du Sénat romain, où les plus âgés des patriciens débattaient auprès du Rex. Aucun monarque dans l'histoire, aussi absolu soit-il, n'a et ne pouvait gouverner seul. Les autres citoyens romains de faible condition, majoritaires, formaient la plèbe. Ayant avalé et digéré le glorieux peuple étrusque ainsi que ses élites, il ne tarda pas avant que les premiers rois d'origine étrusque prissent le titre de Rex. Peuple raffiné, cultivé et donnant une place prépondérante aux femmes étrusques, il lança Rome sur la voie de la majestuosité. Amélioration des techniques militaires, l'urbanisme, la culture des vignobles et surtout son alphabet. Ce dernier dérivé de l'alphabet grec, lui-même dérivé de l'alphabet phénicien, inventé par un puissant peuple de commerçants venant du Liban actuel et qui parsema la Méditerranée des villes comptoirs, dont la plus célèbre, malheureusement pour Rome, était Carthage. Cet outil inventé par les Phéniciens était si puissant par sa simplicité, à chaque symbole correspondait un son, que non contents d'avoir transmis leur alphabet aux Grecs, aux Étrusques puis aux Romains, ils donnèrent aussi son alphabet aux Hébreux et aux Arabes. Alors que l'écriture était depuis 3 millénaires un art sacré, réservé aux élites des cités, l'écriture phénicienne allait bouleverser toutes les structures sociales en se diffusant par le bas et en lançant le tout début de l'alphabétisation universelle. Mais c'en était trop pour l'aristocratie romaine qui voyait d'un mauvais œil cette étrusquisation des mœurs et des traditions romaines, qui leur étaient sacrées.
Doublé d'intérêt, les aristocrates destituèrent le Rex en 509 avant Jésus-Christ et, hasard du calendrier, un an plus tard, Clisthène instaura à Athènes ses fameuses réformes démocratiques. La légende mythifia cet événement fondateur dans l'histoire de Rome, la mise en place de la République romaine dont la devise fut SPQR, le Sénat et le peuple romain. Ce nouveau régime, d'abord oligarchique, puis qui se démocratisera partiellement sur 5 siècles grâce aux forces plébéiennes, n'était qu'en réalité que la continuité du régime précédent. Le Sénat fut maintenu et à la place du Rex furent mis en place 2 consuls issus eux-mêmes de l'aristocratie pendant une durée limitée et contrôlée par le Sénat. Ainsi, la res publica, la chose publique, avant de devenir une valeur romantique et universelle, n'était que le nom que les Romains donnèrent à leur régime étatique. Un régime bâtard et réaliste, évoluant au gré des événements et des revendications de la plèbe, qui obtiendra par la force sa propre assemblée. C'est en cela la véritable force des Romains, avoir su rationaliser leur mode de gouvernance à travers un État stable doté d'institutions solides, s'adaptant constamment aux réalités géopolitiques. Ainsi, un État puissant se dote des capacités de rationaliser tous les flux nécessaires à la prospérité de la cité. Flux d'eau, flux de nourriture, flux commerciaux, flux maritimes, flux routiers et surtout flux militaires. Il y avait ainsi chez les Romains un pragmatisme et une capacité d'adaptation leur donnant un avantage vis-à-vis de tous les peuples environnants, vivant encore dans des formes tribalistes. Sans avoir de régime démocratique à proprement parler, en sacralisant les lois de la cité, Rome permettait à tous ses citoyens, du plus riche au plus pauvre, de finir par trouver sa place. Dans sa devise, tout était dit. Le Sénat, représentant des élites, des institutions et des traditions romaines, allié au peuple romain, c'est-à-dire l'ensemble des citoyens romains. Les institutions sacralisées de Rome scellèrent l'alliance des élites et du peuple pour que la cité aille dans le sens de la prospérité. Cet équilibre, très difficile à obtenir, s'il est rompu d'un côté ou de l'autre, mène toujours au chaos. Bientôt, la République romaine engloutit cité sur cité et sa politique devint pleinement impériale. Elle conquit tous les peuples italiques, puis elle s'étendit jusqu'aux frontières des Alpes. L'armée romaine, ordonnée et stratégique, était invincible face aux impressionnantes armées barbares, qui plaçaient l'instinct et la force au centre de leur puissance militaire. Plus les flux se rationalisaient, plus les richesses s'accumulaient, et plus la prospérité s'accroissait, plus les conditions de vie entre citoyens divergeaient. Les aléas du climat, des récoltes, accentuaient encore plus les inégalités de conditions de vie des citoyens. Face aux révoltes successives, à la corruption généralisée et au pourrissement de l'intérieur des institutions, l'État devint instable. Ainsi, en pleine expansion territoriale, Rome était menacée de disparaître de l'intérieur. Alors que certains proposèrent des réformes pour atténuer la divergence des conditions de vie, inévitablement, les classes les plus aisées qui avaient le plus à perdre mirent tout leur poids politique pour conserver leurs privilèges. La République romaine entama son dernier siècle d'existence dans une guerre civile terrible entre les réformistes et les conservateurs. Dans ce chaos généralisé, la légitimité de la tête de l'État, soit son bien le plus sacré, était fébrile. Comment continuer à rationaliser sans nécessité d'obéir ? Les généraux romains entrèrent en scène. Par leurs faits d'armes et leurs conquêtes, leur autorité naturelle et leur propension à commander, donc ordonner, eux seuls pouvaient avoir le prestige et la légitimité pour remettre Rome dans le droit chemin. Alors que la guerre faisait rage entre les partisans des réformes envers le peuple et ceux voulant conserver leurs privilèges, un jeune homme issu d'une famille noble mineure voyait déjà grand pour Rome. Jules César, dont la famille avait subi la répression du terrible mais efficace Sylla pour sa proximité avec le chef des populaires Marius, s'était exilé loin de Rome. Après une éducation philhellène de pointe et plusieurs exploits militaires, il monta au plus haut niveau de la fonction publique en devenant grand pontife, c'est-à-dire celui qui règle la vie religieuse au sein de la cité. Plus tard, il accéda enfin au titre de consul. Voyant que seule une conquête pouvait le couvrir de gloire et lui permettre d'imposer sa légitimité auprès des Romains, et se souvenant avec mélancolie qu'Alexandre le Grand avait déjà conquis la moitié du monde, connu à peine à 30 ans, alors que lui en avait plus de 40, César jeta son dévolu sur la Gaule. L'histoire de France pouvait commencer. Après de multiples massacres, comme dans toutes les autres guerres et dans toutes les autres civilisations, Vercingétorix est battu à Alésia en -52 par César. La Gaule
allait pouvoir devenir intégralement romaine. La France sera toujours, dans son histoire, à la fois Vercingétorix, par son esprit d'indépendance nationale, et César, pour son esprit de conquête, de grandeur et de civilisation universelle. Mais bientôt, un autre homme, un quasi contemporain à César, aura une influence majeure sur la France et sur tout l'Occident. Cet homme était Paul de Tarse. Les guerres civiles romaines prenaient fin grâce au fils adoptif et neveu de César, Octave, qui subtilement changea la nature du régime en renforçant le pouvoir exécutif et en centralisant le pouvoir au détriment de l'immobilisme des sénateurs. Les Gaulois s'assimilèrent très rapidement au mode de vie et au confort romain. Seules deux révoltes eurent lieu. L'Empire unissait Romains, Gaulois, Germains, Hispaniques, Grecs, Syriaques, Égyptiens et Carthaginois au sein d'une même entité politique, et pendant près de 2 siècles, la paix s'était imposée, la fameuse Pax Romana. Mais à l'universalisme politique de Rome imposé par le haut, un autre universalisme se répandait pendant de longs siècles par le bas. Là où Rome a toujours eu une politique tolérante et assimilatrice des dieux des peuples conquis, seuls 2 groupes ethnoculturels se refusaient à Rome. Les peuples juifs d'abord, qui se révoltèrent souvent face au pouvoir impérial romain, au prix de la destruction du royaume juif et de leurs temples sacrés, et puis une secte, dérivant du judaïsme et propagée par ce même Paul de Tarse, citoyen romain et grécophone. Tel Platon qui fit par ses écrits de Socrate un martyr de la philosophie et de la vérité, Paul propagea l'histoire d'un Yoshua qui avait vu la vérité en le seul Dieu, l'unique, et il diffusa son message universel d'amour entre les hommes. Là où le judaïsme puisait son originalité dans la consolidation d'un peuple exclusif par des marqueurs forts, Paul de Tarse et d'autres de ses camarades eurent l'intuition que pour parler aux autres peuples et pour faire de nouveaux adeptes, il fallait rendre son message inclusif à toutes les femmes et à tous les hommes. Il n'y a plus ni juifs, ni grecs, il n'y a plus ni esclaves, ni hommes libres, il n'y a plus ni hommes, ni femmes. Car vous tous, vous êtes un en Jésus-Christ, Paul de Tarse. Cette phrase, révolutionnaire pour son époque, porte en elle les prémices de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. La France, comme nous le verrons bien plus tard, a été la seule nation à réussir à combiner l'universalisme politique romain, celui du citoyen, et l'universalisme moral chrétien, celui de l'homme. Le monde moderne, celui dans lequel nous vivons, n'est que le fruit de cette union improbable découvert par les Français. Le message chrétien est beau, donneur d'espérance pour les plus nécessiteux. Ainsi, nombre des premiers chrétiens convertis furent les esclaves, les défavorisés, les femmes et les mendiants. Mêlé à la philosophie grecque, son message put se diffuser dans les classes dominantes et parmi les élites. 3 siècles plus tard, l'empereur romain Constantin, qui avait déplacé sa capitale à Constantinople, l'actuel Istanbul, fut à son tour touché par le message chrétien. Il interdit les persécutions contre les chrétiens et avant de mourir, il demanda à être baptisé. Constantin devint ainsi le premier empereur romain à mourir en chrétien. Quelques années plus tard, l'empereur Théodose fit du christianisme la seule religion d'État et interdit en même temps les anciennes pratiques polythéistes. Le christianisme d'État s'organisa en église, d'ecclésia, c'est-à-dire assemblée, puis s'évêchait selon une structure hiérarchique semblable à l'administration romaine. L'Église de Rome avait à sa charge tout l'Empire romain d'Occident. La Gaule, après avoir été romaine, devenait à son tour chrétienne. Mais là où l'ère grecque de l'Empire romain, donc l'ère orientale, était au fait de sa puissance et de ses richesses, l'ère latine, donc l'ère occidentale, a toujours été sous pression démographique des tribus germaniques vivant à l'est de ses frontières. Ne trouvant plus assez de soldats romains pour ferrailler avec l'ennemi aux frontières extérieures, Rome paya des tribus germaniques pour combattre d'autres tribus germaniques en échange d'une quasi-citoyenneté romaine, avec tous les privilèges qui allaient avec. Parmi ces tribus germaniques fédérées à l'aigle romain se trouvait la tribu des Francaliens, qui vivaient du côté ouest du Rhin. Les peuples germaniques étaient des peuples ayant migré il y a un millénaire avant l'ère des Francs de l'actuelle Scandinavie, et qui partageaient de nombreux points communs avec les Vikings: divinité, amour du combat et de la liberté, courage et honneur. Leurs droits étaient de nature coutumière et la vengeance personnelle était au centre de leur dispositif législatif. Mais un plus grand danger que les Germains apparut pour les citoyens romains d'Occident. Un événement qu'ils n'auraient jamais pu imaginer et qui précipita la chute définitive de l'Empire romain d'Occident. Après la conquête vers l'est d'Alexandre le Grand, un nouveau conquérant venu de l'est, féroce et brillant, déferla avec ses armées vers l'ouest. Venu des steppes asiatiques, Attila le Hun, menant une armée polyethnique,
dont des Germains non fédérés, attaquaient et pillaient chaque cité riche d'Europe. Bientôt, il était aux portes de Paris. En 451, telle une Vercingétorix, une jeune femme de 28 ans, Geneviève, exhorta les Parisiens de résister aux Huns et de ne pas abandonner Paris. Elle dira que les hommes fuient s'ils veulent, s'ils ne sont plus capables de se battre. Nous les femmes, nous prierons Dieu tant et tant qu'il entendra nos supplications. Ces prières furent entendues. Attila ne passa jamais par Paris et son sort fut bientôt scellé. Sur les plaines de Châlons en Champagne, l'armée romaine, composée essentiellement de gallo-romains et de tribus germaniques fédérées, défie dans la souffrance les armées d'Attila. Son empire ne lui survécut guère après sa mort. Pour compenser ces généraux germaniques, Rome les fit administrateurs de province. Un général franc, Mérové, pouvait ainsi devenir le roi de la Gaule du Nord. Son fils, Childéric, le remplaça bien assez tôt et devint un des plus fidèles soutiens de Rome. Alors que la majorité des autres tribus germaniques fédérées, Alamans, Goths et Burgondes, étaient devenus chrétiens ariens, une secte chrétienne condamnée depuis plus d'un siècle par Constantin et l'Église de Rome, le roi Childéric Ier et les Francs-Saliens étaient restés païens. L'héroïne de Paris, Geneviève, bientôt Sainte Geneviève, profondément catholique, se joua avec l'aide de Rémy, évêque de Reims, des Francs, pour s'assurer de leur alliance contre le roi gallo-romain, Syagrius, qui cherchait à s'allier avec les Germains ariens. Le jeune Clodovic, bien formé par son père à être un bon roi, combattra vaillamment Syagrius et lui subtilisera son vaste domaine. Entre-temps, les Germains déferlaient sur tout l'Empire romain d'Occident. Le dernier empereur romain d'Occident fut déposé. Rome était tombée. Perte des institutions, rapines, viols, meurtres, un chaos généralisé et mortifère pour les citoyens à l'intérieur des frontières occidentales. Les Ostrogoths prirent l'Italie, les Visigoths l'Hispanie et le sud de la Gaule, les Vandales le nord de l'Afrique, les Burgondes et les Alamans la Gaule de l'Est. L'évêque Rémy, en donnant la foi chrétienne à son protégé, le roi Clodovic, permit à la Gaule romaine de retrouver son unité politique et religieuse. Clodovic, en latin Clodovicus, qui donnera par simplification orthographique Ludovicus, Clovis, Lovis, puis enfin Louis, se fit baptiser et mourut en roi catholique. De la Gaule celtique à la Gaule romaine et chrétienne, au royaume des Francs, nous y voilà. La France Atlas, ou notre destinée, aux éditions Cité française. Écrit et lu par Charles Ferrus.